Bonsoir. Vous n'ignorez sans doute pas, dans quelques semaines vont avoir lieu les élections présidentielles, les 6e du genre. En effet, c'est en 1965, il y a 30 ans exactement, que pour la première fois, le président de la République a été élu au suffrage universel. Nous allons donc raconter ce soir pourquoi et comment le général de Gaulle a, en 1962, réformé la Constitution de 1958. Nous allons raconter pourquoi et comment c'est François Mitterrand qui a été le candidat unique de la gauche. Nous allons raconter les petits et grands secrets, les petites et grandes surprises d'un scrutin qui à l'époque était nouveau pour les Français, avec l'intrusion de la télévision et des sondages, et qui reste aujourd'hui encore riche d'enseignements. Nous allons raconter tout cela avec des images d'archives, en noir et blanc, c'était l'époque, et avec des témoignages, celui de Claude Estier, qui était dans l'état-major de campagne de François Mitterrand, celui de Gilles Martinet, qui était un des dirigeants du PSU, celui d'Alain Peyrefitte, qui était ministre de l'Information du général de Gaulle et qui a recueilli à l'époque bien des confidences, avec enfin le recul, les analyses, les commentaires d'Olivier Duhamel, professeur de droit, spécialiste de la Constitution et politologue. Et tout de suite, retour en arrière. Le 18 mars 1962, les accords d'Évian mettent fin à 8 années de guerre en Algérie. L'artisan de cette paix est le général de Gaulle. Le fondateur de la Ve République a été élu président par un collège de 60 000 notables en application de la Constitution de 1958. L'homme du 18 juin recherche le contact direct avec les Français par-dessus une classe politique dont il se méfie. Il confie en 61 à des proches « Dès que la paix sera conclue, ils essaieront de me faire la peau, alors j'attaquerai. » Ils, ce sont les partis. De temps en temps, on me dit ou on me fait dire « Ben oui, vous êtes là, c'est fort gentil à mon égard, et par conséquent, bien, mais après vous, ce sera la pagaille. » Alors, quelques-uns suggèrent que l'on institue la pagaille tout de suite, de manière à assurer ma succession. Eh bien, je demande à réfléchir. Je vous remercie. Au printemps 62, De Gaulle songe à modifier la Constitution afin que le président soit élu au suffrage universel. C'était toujours à l'arrière-plan de ses pensées. Et à moi, il en a parlé le 30 mai 1962. Il m'a déclaré « Veuillez annoncer que lors de l'allocution que je prononcerai à la radio-télévision au début de juin, j'indiquerai que je prendrai des initiatives pour assurer la continuité des pouvoirs publics. » Ce que j'ai annoncé officiellement. Et naturellement, avant de l'annoncer, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Il m'a dit « Ça veut dire que nous allons faire l'élection du président de la République au suffrage universel. » Je lui ai dit « Mais enfin, pourquoi voulez-vous faire ça si tôt ?» Il m'a dit « Je veux le faire à l'automne. » Je lui ai dit « Pourquoi si tôt? Ça ne me presse pas. Je vois bien, vous êtes là, vous n'êtes pas contesté en tant que chef de l'État. Donc le gouvernement ne peut pas tomber. » Et il m'a dit, eh bien, à mon âge, il faut toujours prendre des précautions parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis si l'OAS me zigouille, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, elle a failli le zigouiller, justement, comme il disait. Au Conseil des ministres qui a précédé immédiatement le petit Clamart, il m'a dit « Nous ferons ça à l'automne » et c'était une demi-heure avant que les tueurs de l'OAS du petit Clamart aient donné une actualité cruelle à ce qu'ils voulaient faire. Et aussitôt, il a compris, parce qu'il était un militaire, son œil d'aigle a compris le parti tactique qu'il pouvait tirer de cet attentat. Et il a même eu, une semaine après, une phrase un peu gouailleuse et presque cynique pour me dire « Cet attentat tombe à pic ». Il s'est rendu compte que cet attentat avait soulevé une telle émotion dans le public que cette réforme, qui était très importante, et qui était tout à fait à contre-courant des pensées de la classe politique, et notamment de tous ceux qui avaient régné pendant les 12 ans de 4e République, qu'il fallait que l'opinion appuie. Bien, l'opinion était mûre pour adopter cette réforme.
je crois devoir faire au pays la proposition que voici. Quand sera terminé mon propre septennat, ou si la mort ou la maladie l'interrompait avant le terme, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. Aussitôt, c'est le tollé dans la classe politique. À l'exception des gaullistes de l'UNR, tous les autres partis voient dans cette réforme le renforcement d'un pouvoir autocratique à caractère plébiscitaire. Le 30 septembre, au congrès du Parti radical à Vichy, Gaston Monnerville, alors président du Sénat, parle même de forfaiture. Au-delà du fond, c'est surtout la violation de la Constitution, violation caractérisée par le président de la République et le gouvernement qui s'en est fait le complice, que nous avons unanimement dénoncé. Rien n'est plus républicain, rien n'est plus démocratique. J'ajoute que rien n'est plus français, tant cela est clair, simple et droit. Je ne crois pas qu'il imaginait qu'il y aurait un pareil déchaînement. Il nous l'a dit même plus tard, et il nous a dit même plus tard, je ne pensais pas que l'opposition serait aussi déchaînée qu'elle l'a été. Elle a été déchaînée parce qu'elle jouait le tout pour le tout. L'opposition, c'était essentiellement les survivants de la 4e République, et il savait bien que c'était là une deuxième mort de la 4e République. Le 5 octobre, l'Assemblée nationale vote la censure. Pompidou présente la démission de son gouvernement, mais De Gaulle lui demande de rester en fonction et dissout l'Assemblée. Les élections législatives auront donc lieu un mois après le référendum. La campagne n'en est que plus virulente. De Gaulle met tout le poids de son autorité en faveur du oui. Si votre réponse est non, comme le voudraient tous les anciens partis, afin de rétablir leur régime de malheur, ainsi que tous les factieux, pour se lancer dans la subversion, ou même si la majorité des oui est faible, médiocre, aléatoire, il est bien évident que ma tâche sera terminée aussitôt et sans retour. Car que pourrais-je faire ensuite sans la confiance chaleureuse de la nation? Près de 21 millions de Français ont voté au référendum du 28 octobre. La chasse aux célébrités étant de règle, nous avons surpris en pleine action civique M. Pompidou, oui. M. Maurice Thorez, non. Le comte et la comtesse de Paris, oui sans doute. M. Giscard d'Estaing, oui. M. Guy Mollet, non, évidemment. M. Antoine Pinet, peut-être. M. Monnerville, non. Et enfin, le général de Gaulle, qui devait rassembler autour de son oui plus de 13 millions d'échos favorables. Il a été profondément déçu et même prostré, parce qu'il avait été habitué par les résultats des 3 premiers référendums, des chiffres astronomiques, des chiffres quasi staliniens, et puis voilà que tout à coup on tombait à 62% des votants, c'est-à-dire seulement 47% des inscrits. Et alors il a été profondément atteint de n'avoir pas la majorité des inscrits. Intérieurement, il s'était fixé cette règle. En dessous de la majorité des inscrits, c'est pas légitime. Il en a été profondément atteint, il ne voulait pas revenir, il voulait rester à Colombey, il disait c'est foutu, etc. Enfin, vous savez, il était sujet à ces crises cyclotimiques. Puis il a repris courage et le résultat des élections législatives qui ont suivi lui ont montré qu'il avait une très large majorité et que par conséquent le peuple avait entériné ce vote. En effet, un mois plus tard, les législatives complètent la victoire du général. Le parti qui le soutient, l'UNR, avec 34% des suffrages, frôle la majorité en sièges à l'Assemblée.
Pompidou peut former son deuxième ministère. Nous sommes ici au Conseil constitutionnel, dans la salle des délibérations. Alors, Olivier Diabel, d'abord, avant tout, à quoi ça sert le Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel veille au respect de la Constitution, et donc, nous aurons l'occasion d'y revenir, il a été associé aux grandes batailles qui ont conduit à l'instauration de l'élection directe du président. Et puis, le Conseil constitutionnel veille particulièrement à la régularité de l'élection présidentielle. C'est donc lui qui surveille les parrainages, décrète la liste définitive des candidats, contrôle la régularité des élections, proclame les résultats. Donc, il est 2 fois impliqué par notre sujet. À quand remonte, dans la pensée du général de Gaulle, l'idée de réformer la Constitution et de faire élire le président au suffrage universel? Est-ce que c'est ancien? La première chose que l'on constate, en tout cas, c'est que dans son grand discours de Bayeux en juin 1946, dans lequel il expose pour la première fois ses idées constitutionnelles, il n'est pas question d'une élection du président de la République par le peuple. Mais il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que Léon Blum, qui à l'époque est le leader socialiste, commente le texte de Bayeux. Et il dit, en le commentant dans son article du Populaire, il manque quelque chose. Pour que ça tienne, il manque quelque chose. Pour que les idées constitutionnelles du général de Gaulle puissent aboutir, il faudrait élire le président au suffrage universel. Donc ça, c'est assez extraordinaire. En 1946, si je récapitule, Blum décrypte de Gaulle, 58 ne tiendra pas 162. Et puis, on va l'oublier. Personne ne fera attention à ça. Et le deuxième moment, qui est 1958... Oui, mais justement, pourquoi en 1958, là, au moment où il fonde la Ve République, où il fait la Constitution, pourquoi à ce moment-là, il n'en profite pas pour dire, bon, bah, élisons le président au suffrage universel? Patrick Rothman, pour la même raison, parce que ça n'est pas possible. Et donc, on ne va pas s'embêter avec une question... Mais pourquoi c'est pas possible? Eh bien, c'est pas possible pour 2 raisons. D'abord parce que De Gaulle est en train de passer un compromis politique avec les principaux partis de la 4e République sur la création d'une République nouvelle. Et ces partis ne l'auraient pas accepté en 1958. D'ailleurs, ils ne l'acceptèrent pas plus en 1962. Et pour une deuxième raison, c'est qu'à l'époque, la décolonisation n'a pas eu lieu. Et que... priver de droit de vote les citoyens, les Français d'Afrique noire ou d'Algérie serait scandaleux, et leur accorder le droit de vote serait leur remettre l'élection du président. Les 2 solutions sont impossibles, c'est tout à fait impossible, donc la question est écartée. Et ce que nous révèle Alain Perfit, c'est que De Gaulle y a songé avant l'attentat du Petit Clamart. Oui, justement, jusqu'à maintenant, on pensait, c'était l'histoire reçue, c'est que c'était le Petit Clamart, l'attentat du Petit Clamart, qui avait déclenché le processus. Là, on voit bien, Alain Perfit l'a raconté en son livre, et là, même dans l'émission, il dit que c'est une demi-heure avant, il lui en parle, et il lui dit, on va faire ça cet automne, une demi-heure avant le Petit Clamart. Alors, si le Petit Clamart n'est qu'un prétexte, quelles sont vraiment les raisons de fond que De Gaulle a en 1962 de réformer la Constitution qu'il n'avait pas en 1958? La raison de fond, c'est que, comme c'est bien expliqué d'ailleurs, il craint qu'une fois réglée la guerre d'Algérie, on se débarrasse de lui, De Gaulle, et on se débarrasse des grandes novations de la Ve République. Qu'on en revienne à un jeu trop parlementaire, qu'on en revienne à des gouvernements trop soumis aux partis, qu'on n'accepte plus la conduite de notre démocratie par un chef. On ne l'avait accepté que parce que c'était De Gaulle et la guerre d'Algérie, mais que maintenant, on en vienne à une espèce de 4e bis. Et c'est pour éviter ça, pour que ses successeurs dirigent le pouvoir comme lui, De Gaulle, l'a dirigé, qu'il veut faire et qu'il fait la révision constitutionnelle de l'automne 1962. Alors, cette révision, on l'a vu à l'instant dans le film, soulève des objections, mais de 2 ordres, de forme et de fond. Alors d'abord, sur la forme, il y a ce fameux mot de Gaston Monnerville qui est président du Sénat, il parle de forfaiture. Alors vraiment, est-ce qu'il y a eu violation de la Constitution? Où est le débat? Il y a eu une formidable bataille juridique parce que la procédure normale de révision de la Constitution, celle de l'article 89, impliquait qu'un projet du président passe par l'Assemblée nationale et par le Sénat, et soit voté par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Or, à l'évidence, ni l'Assemblée nationale ni le Sénat n'auraient accepté un tel renforcement du pouvoir présidentiel. Donc De Gaulle s'est trouvé en quelque sorte coincé par sa propre Constitution, jusqu'à ce que l'idée, ils se disent « mais je vais les contourner, je vais utiliser l'article 11 », l'article 11 qui permet le référendum direct. Mais c'est là ce qu'ont objecté les juristes. L'article 11, on l'attendait pour des lois ordinaires, pas pour réviser la Constitution. Extraordinaire bataille juridique, incroyable bataille juridique, qui ne concerne pas seulement les professeurs, mais qui concerne le Conseil d'État, qui va donner un avis négatif, et le général de Gaulle sera fureur contre la maison d'à côté. Le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel. Alors, le Conseil constitutionnel donne un avis secret. Mais dans son avis secret, cette instance qui à l'époque était très sage, très prudente, très gaulliste, donne un avis négatif,
Alors, dans un deuxième temps, une fois le référendum passé, on va revenir ici, et là, le Conseil constitutionnel, dans sa décision, dira qu'il ne peut pas contrôler un texte approuvé par référendum. Mais donc, ça a été une extraordinaire bataille juridique. Alors maintenant, c'est l'opposition sur le fond, là, parce que là, on voit aussi que tous les partis sont contre. Écoutez, sur le fond, droite et gauche sont scandalisés, à part les gaullistes, les très proches du général. D'abord parce que pour eux, il y a encore une identification stricte entre démocratie et parlementarisme. Pour eux, la seule forme démocratique, c'est l'élection du Parlement. Donc déjà, élire un président est en soi antidémocratique, pense-t-il. C'est vraiment une vision très très archaïque. Avec le recul, ça semble très étrange quand même comme vision. Parce que dans les autres pays européens, et particulièrement dans le modèle, qui est le modèle anglais, eh bien, c'est à travers les élections des députés qu'on fait le gouvernement, parce que le seul exemple, c'est l'exemple américain, qui paraît un petit peu loufoque, et puis parce qu'il y a l'ombre de Louis-Napoléon Bonaparte. On juge toujours les constitutions, non pas par rapport à l'avenir, mais par rapport au passé, et on se dit que ça va donner un lieu à la naissance d'un pouvoir personnel et d'un régime autoritaire. Bon, c'est une formidable bataille politique, on l'a vu là dans le sujet, les arguments sont assez violents, et De Gaulle est seul contre tous, mais finalement il gagne. Alors est-ce qu'on peut dire que là, à l'automne 62, c'est vraiment un épisode crucial, voire un tournant du régime? C'est une formidable victoire, extraordinaire victoire de Gaulle contre tout le monde. De Gaulle ne le comprend pas quand il reste, Alain Perfit nous dit, déçu et même prostré sur cette histoire des 47% des inscrits. Il en est même obligé. François Vogel, qui est gaulliste et spécialiste des questions électorales, va produire une note expliquant que 47% des inscrits qui ont voté oui, en vérité, ça fait plus que 50. Parce que si on compte, il n'a pas tort, si on compte les gens qui sont morts, les femmes enceintes qui sont en train d'accoucher, c'est-à-dire l'abstentionnisme obligé, des gens totalement empêchés d'aller voter, il y en a au moins 3-4%, et donc on a franchi les 50. Et De Gaulle, du coup, dit « Ah, bon, alors ». Donc, il y a eu une incompréhension par le général de l'ampleur de sa victoire. Mais évidemment, il se reprend, et puis la victoire est doublée à l'élection législative. C'est coup double. Et c'est un coup double beaucoup plus difficile, parce que là, c'est contre les partis dans leur terrain, dans les circonscriptions, sur leur territoire. Et c'est là, oui, Perfit dit la deuxième mort de la quatrième, donc la deuxième naissance de la Ve République. Grand tournant du régime. Alors maintenant, on va voir en face qu'il y avait la gauche et l'histoire de la gauche de 58 à 65 et pourquoi et comment. C'est François Mitterrand qui a été le candidat de la gauche au présidentiel de 65. En 1958, le retour au pouvoir du général de Gaulle a fait éclater les forces politiques. La grande majorité du Parti radical et de la SFIO, son secrétaire général Guy Mollet en tête, a rallié le général. À l'exception du Parti communiste, la gauche est en morceaux. Disons qu'il n'y avait pas de force de gauche en dehors du Parti communiste qui était resté, lui, une force compacte. Et donc il y avait des hommes comme ceux qui avaient refusé en juin 1958 le retour du général de Gaulle, ceux qui s'étaient exprimés à l'Assemblée nationale, Pierre Mendès France, François Mitterrand... Pierre Mendès France est la personnalité la plus estimée, la véritable autorité morale de cette gauche morcelée qui se cherche. François Mitterrand s'est lui aussi dressé contre le général, mais son image est celle d'un ambitieux qui suscite la méfiance de la nouvelle gauche. Nous étions prévenus contre Mitterrand, puis cet homme qui avait appartenu à des gouvernements de centre-droit, puis de centre-gauche. C'était pour nous un peu un aventurier. Tandis que Mendès, nous le respections parce que c'était un homme de conviction et son évolution à partir de 1956 l'avait amené de plus en plus vers des positions de gauche. Mendès, puis Mitterrand, décident d'adhérer au Parti socialiste autonome, le PSA, issu de la SFIO et dirigé par Alain Savary. Mais au PSA, qui se transformera plus tard en PSU, on ne veut pas de Mitterrand. Et il est récusé, pourquoi? Il est récusé à cause du passé vichysois. Et c'est notamment... C'est aussi explicite que ça. Alain Savary, et aussi parce que peut-on avoir confiance dans un homme qui a appartenu à tous les gouvernements, au gouvernement Laniel, à des gouvernements de droite, qui a été, avec Mollet, au temps de la guerre d'Algérie, alors que Mendès France et Savary démissionnaient du gouvernement Mollet, donc quelqu'un de pas fiable, et en plus le coup de la Francis, qui pour le compagnon de la libération qui était Alain Savary, était quelque chose de tout à fait inadmissible. Survient alors l'affaire de l'Observatoire, en octobre 59. Le 16 octobre,
Rentrant chez lui à 1 h du matin, Mitterrand se sent suivi par une voiture. Il n'a que le temps d'arrêter la sienne, de sauter la grille du jardin de l'Observatoire et de se réfugier derrière les buissons. Sa 403 Peugeot est mitraillée de 7 balles de 9 mm. Au soir de l'attentat auquel vous avez échappé grâce à votre sang-froid, que pouvez-vous nous dire? Ce que j'ai déjà déclaré à vos collègues de la presse. Je ne dirai rien qui puisse ajouter au désordre des esprits. Mais il est logique de penser que le climat de passion politique créé par des groupements extrémistes explique cette affaire. L'émotion est considérable. La gauche unanime condamne l'attentat. Mitterrand devient le héros du jour. Mais une semaine plus tard, coup de théâtre. Un dénommé Pesquet, ancien député d'extrême droite, déclare à la presse que cet attentat a été monté de toutes pièces avec la complicité de Mitterrand. Pour preuve de ce qu'il avance, Pesquet montre 2 lettres postées avant l'attentat, ouvertes devant l'huissier, qui décrivent par le menu le déroulement futur de l'attentat. Le piège est parfait, Mitterrand a été berné. Convoqué chez le juge, Mitterrand crie à la machination. Il reconnaît que Pesquet l'a bien prévenu de l'imminence d'un attentat. Il a gardé le silence, à la demande de Pesquet, pour sauvegarder la vie de ce dernier. Les explications de François Mitterrand ne convainquent pas tout le monde. Naturellement, il est tombé dans un piège. Naturellement, il y avait une provocation. Mais il a cru en la sincérité de l'homme qui a organisé ce faux attentat. Il a dissimulé le fait à ses amis. Il a commis l'imprudence de prendre un verre avec l'auteur de l'attentat 3 jours après l'attentat. Donc pour nous, Mitterrand avait essayé d'apparaître comme l'homme le plus détesté par les partisans de l'Algérie française, et donc il y aura une réprobation morale. Voilà ce qu'est cet homme. Nous avions raison de penser que c'était un aventurier, nous avons été séduits, mais nous avions tort, et ça, c'est resté longtemps chez les gens venus de la Nouvelle Gauche, et bien entendu chez Mitterrand, qui n'a pas pardonné un certain nombre d'hommes de l'avoir critiqué ou condamné à l'époque. Le 25 novembre, à une très large majorité, le Sénat vote la levée de l'immunité parlementaire de Mitterrand, qui est inculpé le 8 décembre. Sur le plan judiciaire, l'affaire s'enlise. Pendant 3 ans, Mitterrand se tait. François Mitterrand a montré à cette époque-là une volonté, un ressort tout à fait extraordinaire, alors qu'il était abandonné de la plupart de ses amis. Mais il a traversé pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois autour de cette histoire une crise morale très, très profonde et dont il s'est, enfin, qu'il a un peu gardé pour lui et dont il ne s'est ouvert qu'à quelques amis proches. En 1962, François Mitterrand retrouve son siège de député de la Nièvre après s'être opposé à la réforme de la Constitution. François Mitterrand, qui avait combattu cette réforme, a quand même, une fois qu'elle était adoptée, compris très vite que c'était probablement le seul moyen de faire élire un président de la République de gauche. Parce que si l'on en était resté à ce qu'était autrefois le collège électoral qui disait le président de la République, qui ressemble un peu au collège sénatorial, d'ailleurs un collège de notables, il n'y avait aucune chance jamais que la gauche puisse l'emporter. Et François Mitterrand a compris que cette réforme à laquelle il avait été hostile, mais à partir du moment où elle existait, il fallait entrer dans le jeu et en tirer tous les avantages possibles. Et c'est à partir de là, si vous voulez, qu'il a commencé à préparer ce qui devait devenir ensuite sa première candidature en 1965. Mitterrand cherche un second souffle. Il écrit un violent pamphlet contre De Gaulle, le coup d'État permanent. La gauche se cherche et débat. C'est l'époque des clubs. Mitterrand, grâce à Charles Hernu, aura bientôt le sien, la Convention des institutions républicaines. Un autre club, le club Jean Moulin, lance fin 63 l'opération Monsieur X, appuyée par l'inventif directeur de l'Express, Jean-Jacques Servan-Schreiber. Monsieur X doit être le candidat au présidentiel de 65 d'une grande fédération regroupant centristes et socialistes. Très vite, le Canard enchaîné révèle que ce Monsieur X pourrait bien être l'homme au masque de fer.
Gaston Defferre, se déclare officiellement le 18 décembre 1963. François Mitterrand a soutenu très loyalement la tentative de Gaston Defferre avec M. X, mais il n'y a jamais cru. Il n'y a jamais cru, et je me souviens très bien de conversations avec lui à l'époque. Il était convaincu que Gaston Defferre s'était engagé dans une voie erronée, c'est-à-dire la recherche d'une alliance avec le centre, alors qu'en réalité, le poids du Parti communiste pesait si lourd à l'époque que s'il n'y avait pas un minimum d'entente avec le Parti communiste, il n'y avait aucune chance qu'un président de gauche puisse... Bon, et Defferre a fini par le constater et par abandonner sa tentative. La Grande Fédération échoue le 17 juin 1965. Le 25 juin, Gaston Defferre retire sa candidature. À 5 mois des élections, la gauche n'a plus de candidat. Au début de l'été, la voie est presque libre pour François Mitterrand. Il nous a fait comprendre qu'il était prêt maintenant à se lancer dans cette compétition tout à fait nouvelle et un peu inconnue que représentait l'élection au suffrage universel. Mais était explicite, je veux dire, il disait que... Oui, ils étaient explicites et ils posaient même 3 conditions pour être candidat. Et ces 3 conditions qu'il nous chargeait en quelque sorte de répandre autour de nous et surtout auprès des intéressés, c'était d'une part d'avoir l'accord de Pierre Mendès France, deuxièmement d'avoir le soutien explicite de la SFIO, c'est-à-dire de Guy Mollet à l'époque, et troisièmement que le Parti communiste ne présente pas de candidat, c'est-à-dire se rallie en quelque sorte à sa candidature. Telles étaient les 3 conditions. Claude Estier est chargé des contacts avec les communistes. À la mi-août, Waldeck Rochet le prévient que le PC ne fera pas obstacle à la candidature Mitterrand. Depuis 1960, les minoritaires de partout se sont regroupés au sein du PSU, petits et déchirés. Dans ce laboratoire en ébullition de la nouvelle gauche, on fait la moue devant Mitterrand. Le PSU, qui était divisé en tendances, là s'est trouvé parfaitement uni. Et nous sommes allés je ne sais combien de fois voir Mendès France rue du Conseiller Collignon et quasiment, enfin moralement, le genou en terre, nous l'avons supplié d'être le candidat. Et nous n'avons pas réussi à le convaincre. Et quand on lui disait « mais alors si c'est pas vous, ça risque d'être Mitterrand, c'est une chose affreuse », mais non, vous exagérez, il a toujours été loyal à mon égard, je n'ai pas à me plaindre de lui, il a des qualités, etc. Au retour des vacances, François Mitterrand est décidé à forcer le destin. Les 3 conditions posées, soutien de Pierre Mendès France, de Guy Mollet et de Waldeck Rochet, sont remplies. Il peut compter également sur Gaston Defferre. Le 9 septembre, il annonce sa candidature. J'étais avec lui ce jour-là, nous étions quelques-uns en train de déjeuner dans un restaurant qui n'existe plus à Montparnasse qui s'appelait La Palette. Et à un moment donné, après donc, nous avoir convaincus que tout était en place pour sa candidature, François Mitterrand a déchiré la nappe en papier et a écrit une déclaration de quelques lignes qu'il nous a chargé de communiquer à l'AFP et à un certain nombre de gens. Et je me souviendrai toujours que la postière m'a dit « Eh bien, vous lui souhaiterez bonne chance ». À 16h, l'information tombe sur les téléscripteurs. François Mitterrand est candidat à la présidence de la République. Le Nouvel Observateur, de sensibilité nouvelle gauche, boucle ce jour-là. Et nous avons eu, donc, pour la confection de ce numéro, un débat nocturne dont j'ai gardé le souvenir, en partant d'une maquette de la Une qui était Mitterrand jamais et qui s'est terminée par Mitterrand pourquoi. Olivier Duhamel, après 58, après le retour au pouvoir du général de Gaulle, on voit bien que la gauche non communiste a 2 leaders possibles potentiels, François Mitterrand et Pierre Mendès France. Mendès France a quelques longueurs d'avance et pourtant, en 65, c'est François Mitterrand qui sera candidat. Alors pourquoi? Question simple, réponse complexe. Ce qui est assez extraordinaire, en effet, c'est que d'un côté, on va avoir l'obstination du grand homme dans l'erreur, en tout cas en termes politiques. Ça, c'est Mendès France. Et d'autre part, l'ascension de celui qui est décrié comme un aventurier. Alors, ça, c'est François Mitterrand. Ça, c'est François Mitterrand, on a compris, je crois. Alors, Mendès France, il fait des erreurs. Ou quelle erreur? Mendès France reste... D'abord, Mendès France commet d'une certaine manière la même erreur que De Gaulle.
l'erreur symétrique que De Gaulle. C'est-à-dire De Gaulle attend de l'élection présidentielle, et on l'a vu sur sa réaction au référendum, on le reverra après, une espèce de grand élan unanimiste, de rassemblement du peuple derrière le chef, et c'est ce qu'il veut. Et Mendes s'attend à ce que l'élection présidentielle produise un grand rassemblement unanimiste derrière le chef, et c'est ce qu'il craint. Alors que l'élection présidentielle ne va rien faire de tout ça. Elle va faire ce que produit une élection démocratique concurrentielle, c'est-à-dire de la division, de l'affrontement, une majorité, une opposition. Et donc, déjà, il y a cette erreur d'analyse chez Mendes. Ensuite, il y a son refus très profond de la Ve République, sa conviction que la Ve République est un régime illégitime et un régime précaire, fragile, qui va disparaître. C'est un refus sur le fond. Oui, c'est une deuxième erreur, parce qu'il y a une erreur dans l'évaluation des choses. Et puis alors, la troisième attitude est de crispation sur les principes, ou on dira d'attachement aux principes, si on veut le dire gentiment, qui fait que derrière toutes les sollicitations, il va refuser. Et à l'inverse, François Mitterrand, lui... Quelle qualité il montre alors? Il montre du génie politique dans l'intelligence de la chose et du génie politique dans la tactique, dans la conduite des opérations. Dans l'intelligence de la chose, parce que lui comprend. Lui comprend que l'élection présidentielle, c'est pas ce vaste scénario unanimiste, qu'il ne va pas dans le mur s'il cherche à être candidat, mais qu'il va au contraire à la tête d'un mouvement. Il a écrit d'ailleurs beaucoup plus tard que dès 62, dès qu'il a vu que la réforme était adoptée, il avait compris qu'il serait candidat, quoi. Voilà. Lui comprend que c'est l'occasion pour lui, François Mitterrand, d'être réhabilité, de reprendre la main, de reprendre le jeu, que c'est l'occasion pour la gauche de se reconstruire, de se restructurer, de se transformer, et que ça va être l'occasion de l'alternance au pouvoir. J'ai un petit désaccord avec Claude Estier quand il dit « Jamais sans l'élection directe, un président de la République aurait été élu à gauche ». Mais sans l'élection directe, l'enjeu n'était pas tellement la présidence de la République. C'est qu'avec la présidence de la République, plus que l'élection d'un président de gauche, on va permettre l'alternance, que la gauche véritablement exerce le pouvoir. Et ça, François Mitterrand en a l'illumination des 62-65. Ça, ce sont des raisons profondes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi un ressort intime, un ressort personnel? On a insisté dans le sujet sur l'affaire de l'Observatoire. Est-ce que sans l'affaire de l'Observatoire, François Mitterrand aurait été candidat en 65? Les grands hommes politiques ont besoin, dans la conquête du pouvoir, d'être mus par une passion et d'être mus aussi par la volonté de résister à l'adversité. C'est vrai qu'on dira plus tard de Georges Pompidou que sans les attaques dont il avait été l'objet, peut-être qu'il n'aurait pas eu la force. Oui, c'est très similaire. Mais... Et d'une certaine manière, on peut dire la même chose pour François Mitterrand. Mais enfin, ce qui est frappant quand même, c'est de toute façon à quel point lui est un animal politique bien doué, fort, astucieux. Par exemple, oser imposer le soutien de Mendes, le soutien de la SFIO et l'accord des communistes. En tout cas, il voit bien les trois bonnes conditions à remplir. Il les voit, il les impose, il les obtient. Il les obtient. Ça, c'est aussi parce qu'il est aidé par les autres acteurs politiques, qui, eux, ne comprennent pas, qui, eux, pensent que l'élection présidentielle est catastrophique et qui, donc, eux, restent en deçà de la main. Et puis aussi, à côté de cette audace, là où il faut être prudent, il est prudent. Par exemple, il ne met pas comme préalable la transformation des organisations, à la différence de Gaston Defferre, qui pose un préalable. Si on ne fait pas la grande fédération, je n'y vais pas. Lui, Mitterrand ne met pas ça en préalable. J'y vais, et après, une fois les voix engrangées, je pourrai faire les transformations nécessaires. Bon, on va voir maintenant la campagne du premier tour, parce que le jour même où François Mitterrand annonce sa candidature, le 9 septembre, le général de Gaulle tient une conférence de presse. Ce n'est pas absolument une coïncidence. Je vous écoute, mesdames, messieurs. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire si vous comptez vous présenter à l'élection du 5 décembre? Je vous réponds tout de suite que vous le saurez, je vous le promets, avant 2 mois d'ici. Si donc De Gaulle se présente, les résultats du 5 décembre deviennent plus difficiles à atteindre pour les candidats qui se présentent contre lui. Vous direz donc mauvaise nouvelle pour vous. Bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Cela prouve que le régime est frappé à mort. Et moi, je peux attendre. Quand, à votre avis, le général a-t-il pris sa décision de se présenter? Il me paraît évident, d'après les notes que j'avais prises, que sa décision était tout à fait arrêtée avant le 1er juillet, mais qu'il voulait se laisser suffisamment de temps pour voir les choses évoluer, et que surtout, il ne voulait pas que la campagne dure trop longtemps. Il estimait qu'un mois, c'était bien.
4 novembre pour le 5 décembre, qui était le premier tour, ça faisait 31 jours, c'était suffisant. Aujourd'hui, je crois devoir me tenir prêt à poursuivre ma tâche, mesurant, en connaissance de cause, de quel effort il s'agit, mais convaincu qu'actuellement, c'est le mieux pour servir la France. Lorsque De Gaulle annonce sa candidature, cela fait plus d'1 mois que Mitterrand bat la campagne. Lors de sa première conférence de presse, le 21 septembre à l'hôtel Lutetia, il a appelé au rassemblement de toute la gauche, sans exclusive, et développé les 7 options de son programme. Lors d'une deuxième conférence de presse, le 17 novembre, les dirigeants du PC et de la SFIO sont au premier rang. À Paris et en province, les meetings se multiplient. C'était complètement artisanal, nous n'avions extrêmement peu de moyens, mais on a constaté très vite que, si j'ose dire, la mayonnaise prenait et que les premiers meetings qui se sont organisés rassemblaient quand même des foules considérables. Des gens qui se reconnaissaient dans la gauche et qui avaient retrouvé une certaine espérance dans cette idée même et dans cette concrétisation, si vous voulez, d'un rassemblement de la gauche qui paraissait hors de portée depuis tant d'années, quoi. Dans la course à l'Élysée, d'autres prétendants sont entrés en piste. Jean-Louis Tixier-Vignancourt, candidat de l'extrême droite. Pierre Marcillaci, un géant centriste. Marcel Barbu, candidat farfelu. Et enfin Jean Le Canuet, héritier de la démocratie chrétienne et grand défenseur de l'idée européenne. La Ve République refuse les moyens de ses propres objectifs, dont certains, et je vais le dire avec clarté, sont justes. Entre tous ces champions, le Parti radical balance. Il apprécie la portée et la valeur de la candidature de Jean Le Canuet. Mais, fidèle à sa tradition de parti de gauche, il recommande à ses membres de soutenir la candidature de François Mitterrand. La grande nouveauté de ces élections est la campagne officielle à la télévision. Les Français, qui depuis des années voyaient sur leur petit écran étroitement contrôlé toujours les mêmes visages, toujours les mêmes images, découvrent des têtes inconnues, celles des responsables de l'opposition. Alain Peyrefitte, ministre de l'Information, est chargé de réglementer les temps d'antenne des candidats. Alors j'avais envisagé 2 hypothèses. Celle de l'égalité de traitement entre opposition et majorité. C'est-à-dire que le ou les candidats d'opposition auraient eu la moitié du temps, à la radio comme à la télévision, et le ou les candidats au nom de la majorité sortante auraient la moitié du temps. Et le général a balayé cette hypothèse au profit de l'autre hypothèse qui était que chacun des candidats, quel qu'il soit, aurait le même temps de parole. Il y aura donc pour les candidats 4 séries complètes de 14 minutes, 2 séries complètes de 28 minutes et une série complète de 8 minutes. Eh bien, je vous propose de changer de vitesse, de prendre un autre rythme, un autre élan. Bref, je vous propose pour la France un plan de progrès. Monsieur Le Canuet, plan de progrès, alors je vous demanderai de nous en indiquer les grandes orientations. Vous avez raison. Eh bien, monsieur Mitterrand, il y a une première chose qui m'a frappé. C'est que, contrairement aux autres, vous ne vous êtes pas présenté. Même le général de Gaulle a dit « Vous me connaissez suffisamment pour que je n'ai pas besoin de le faire ». Est-ce volontaire de votre part? Pourquoi? Je répugne un peu à tout ce qui pourrait paraître être une exhibition personnelle. Et d'autre part, le débat est d'une telle ampleur politique qu'il me paraissait inutile d'insister sur ce que pouvait être
mon passé, surtout mon passé lointain. Voilà peut-être ce qui m'a guidé. Si vous voulez, je crois qu'il faut en arriver aux définitions. Est-ce que le mot de gauche a encore un sens aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire, gauche, en 1965? La gauche, voyez-vous, cherche d'abord la justice. Elle veut que la justice établisse un nouvel ordre. La droite, elle veut l'ordre. Elle veut que la justice garantisse l'ordre. C'est toute la différence. Pourquoi les gaullistes, je ne parle pas du général, mais n'ont pas du tout utilisé des arguments contre le candidat Mitterrand? Il n'a pas été question de la Francisque, de l'affaire de l'Observatoire qui était toute fraîche, toute récente, et aucun de ces arguments de campagne, justement, n'a été utilisé. Parce qu'il n'a pas voulu. Il nous l'a interdit. À la sortie d'un conseil des ministres, un de mes collègues, non, je ne dirai pas le nom, il le dira s'il le veut, a demandé à suivre le général en même temps que moi, comme nous le faisions d'habitude, pour notre tête-à-tête. Et il a dit devant moi au général, votre principal adversaire, vous n'en avez qu'un, c'est Mitterrand. Et il y a un formidable argument contre lui, c'est ce qui s'est passé à l'Observatoire. Nous avons le dossier. Eh bien, le dossier, d'ailleurs, a été largement ouvert au Sénat, puisque le Sénat, contrairement à toutes ses habitudes, a levé l'immunité parlementaire de Mitterrand. Il suffit de rendre ça public. Et ça lui portera un coup dont il ne se relèvera pas. Eh bien, le général de Gaulle a répondu « Non, je ne ferai pas ça. Et ne le faites pas. Je ne ferai pas la politique des boules puantes. » Et il a ajouté, en regardant bien mon collègue, « Il ne faut pas insulter la fonction pour le cas où il viendrait à l'occuper. » Mitterrand, lui, tient à revenir sur cette affaire de l'Observatoire. Dès le premier jour, j'ai dit, c'est une machination. Et dans le fond, aujourd'hui où je vous en parle, rien ne trouble, non pas mon indifférence, mais ma sérénité. Et s'il advenait qu'on en reparle, j'en serais heureux. Car je crois qu'il me serait aisé désormais de faire la démonstration qu'on me refuse. Le général, certain de son prestige auprès des Français, n'a sorti qu'une seule affiche de campagne, et à la fin novembre, comme il l'avait décidé, il n'a toujours pas parlé à la télévision. J'ai parlé de la campagne du général de Gaulle. Or, d'après les déclarations que vous avez faites hier, il semble qu'ils ne doivent pas faire campagne. Il m'a fait savoir qu'il ne compte pas utiliser tout son temps de parole. Il se contentera de parler brièvement vers la fin de la campagne, je suppose. Il est suffisamment connu des Français et il n'a pas besoin de se faire connaître d'eux. Mais fin novembre, à 15 jours du scrutin, les sondages catastrophiques pour De Gaulle prévoient le ballottage. De 66% au début novembre, ils sont descendus à 46% le 24 novembre, tandis que Mitterrand est à 28% et Le Canuet à 14%. Brusquement, on a vu ce capital virtuel de voix fondre, mais fondre à toute vitesse, au fur et à mesure que la campagne se déroulait et que ses adversaires l'attaquaient. Et le général ne voulait pas utiliser son temps de parole. Il disait, les Français me connaissent bien, ils n'ont pas besoin que je fasse campagne. Alors un jour, je lui dis, écoutez mon général, une campagne, c'est comme un match de boxe. On reçoit des coups et on en donne. Si vous vous contentez d'en recevoir et si vous n'en donnez aucun, ben vous serez KO avant la fin de la partie. Et il faut absolument que vous parliez. Alors, il a accepté, en grinçant des dents, de parler une fois. 5 oppositions vous présentent 5 candidats. Vous les avez tous entendus. Vous les avez tous reconnus. Leurs voix dénigrantes sur tous les sujets, leurs promesses distribuées à toutes les catégories, leurs appels à l'effacement international de la France, ce sont les voix, les promesses, les appels des anciens partis tendant, quoi qu'ils puissent prétendre,
à retrouver le régime d'antan. Aussi le seul point sur lequel s'accorde leur passion, c'est mon départ. Les Français ont enfin réappris le chemin des urnes. Et le nombre des abstentionnistes est descendu à un pourcentage jamais encore atteint, 15%. Marcel Barbu obtient 1% des voix, Pierre Marcy-Lacy 1,7%, Tixier-Vignancourt 5%, Jean Le Canuet 16%, François Mitterrand atteint 32%, ce qui dépasse de loin toutes les prévisions. Et enfin, avec 44% des voix, De Gaulle est bien en ballottage. Ah, il a été très surpris. On était tous surpris du résultat, et surpris et heureux. Et je me souviens que dans la nuit même, Mitterrand a dit « Bon, maintenant, il faut travailler au second tour. » D'abord, je le répète, on ne croyait pas à l'idée d'un second tour, mais ça a transformé complètement le sens même de la campagne, parce que du coup, ça devenait une formidable projection pour l'avenir, et pas seulement un témoignage d'un moment, quoi. Ce même soir du 5 décembre, Georges Pompidou, Louis Jox et Alain Peyrefitte téléphonent à De Gaulle qui est à Colombey. À ce moment-là, j'ai trouvé au bout du fil un général de Gaulle très abattu, très déprimé, en face d'une catastrophe qu'il n'imaginait pas, parce qu'il considérait que depuis 1940, il avait rendu suffisamment de service à la patrie pour que les Français votent pour lui en majorité la première fois qu'il se présentait à eux. Et donc j'ai essayé de lui remonter le moral en lui disant que, naturellement, 15 jours plus tard, ça allait changer. Et j'ai pas convaincu du tout. Pas convaincu, j'ai raccroché plein d'inquiétudes. Vous craignez qu'il ne revienne pas de Colombey? Je craignais qu'il ne revienne pas. Nous sommes toujours au Conseil constitutionnel, dans le grand salon où sont proclamés les résultats des élections. Olivier Duhamel, avec la campagne du premier tour, on voit que les Français découvrent une élection qui est nouvelle pour eux. Et là, tout au début du film, on a vu Alain Peyrefitte nous faire un petit scoop, une petite révélation. Il nous a annoncé que le général de Gaulle avait pris sa décision de se présenter le 1er juillet. Or, il fait durer le suspense 4 mois. C'est déjà une astuce de campagne? Voilà, c'est une des premières découvertes, c'est que dans cette élection, on s'adresse directement au peuple et qu'on ne le fait pas de la même manière si on est, disons, chef en exercice, président, Premier ministre, ou si on est challenger, si on est candidat de l'opposition. Le candidat de l'opposition a besoin, le challenger a besoin de partir plus tôt. De labourer la campagne. De labourer, donc il fait une campagne de meeting, alors que l'homme d'État en exercice peut feindre le suspense, différer son entrée en campagne, le faire sous le mode de l'annonce très officielle, comme une allocution. On a là comme un modèle gaullien qui laissera quelques traces par la suite et qui est un des premiers enseignements de l'époque. Alors ce qui est vraiment nouveau dans cette campagne, c'est que pour la première fois, la télévision va jouer un rôle. Bon, il faut d'ailleurs se replacer dans le contexte de l'époque, où il n'y avait pas de magazine d'information et où l'opposition ne s'exprimait à peu près jamais à la télévision. Donc là, c'est la nouveauté. Ce qui est très intéressant et qu'on apprend avec le témoignage d'Alain Peyrefitte, c'est l'extraordinaire contradiction entre un mode de décision incroyablement autoritaire, arbitraire, et une décision elle-même très démocratique. Songez donc que c'est le général de Gaulle, candidat à l'élection présidentielle, qui a choisi tout seul quelle serait la règle du jeu pour la campagne à la télévision. Quand on y pense, on voit à quel point là on vivait dans une pré-démocratie. Mais, miracle, qu'est-ce qu'il choisit? La solution la plus démocratique. Il choisit de donner à chaque candidat le même temps de parole. Marcel Barbu, le candidat des copains, est égal à Charles de Gaulle, président de la République française. À l'époque, du coup, la campagne va être plus égalitaire qu'elle ne l'est aujourd'hui, puisqu'il n'existe pas, comme aujourd'hui, des chaînes de télévision privées, il n'existe pas de distinction grand candidat. Alors, je signale qu'au passage, il n'y a aucune image de cette campagne. C'est-à-dire qu'on a cherché vainement les meetings de François Mitterrand, de Jean Le Canuet, etc. Ça n'existe pas. Ça n'a pas été filmé par la télévision et il ne reste aucune trace des journaux télévisés de l'époque. Mais on voit aussi que De Gaulle sous-estime, enfin,
on retrouve l'espèce d'erreur d'analyse du général sur ce qu'il invente. C'est ça qui est formidable. Oui, parce que lui, il ne va même pas utiliser son temps de parole. Les hommes font l'histoire, mais ne savent pas l'histoire qu'ils font. De Gaulle pense qu'il n'a pas besoin d'utiliser son temps de parole. Perfit nous dit parce qu'il est déjà connu. Comme si c'était ça le problème. Je veux dire, c'est une élection fondamentalement démocratique. Comme chaque candidat se vaut, les Français attendent de chaque candidat qu'il participe à la bataille. Et De Gaulle, pendant longtemps, le méprise. Et puis on voit qu'au fur et à mesure, je dirais, et que que la campagne avance, on a un De Gaulle de plus en plus démocratique, de plus en plus jovial, de plus en plus comique, et puis à l'inverse, d'autres candidats qui prennent une certaine distance. Donc ça, c'est aussi extraordinaire. Mais alors, l'autre découverte qui va de pair avec ce qu'on vient de dire, c'est la découverte des sondages. Voilà, c'est la première fois qu'ils jouent un rôle important, et c'est d'ailleurs eux qui sonnent le tocsin. C'est-à-dire vraiment quand ils annoncent que le général est en ballottage, que chez les gaullistes, c'est l'affolement. Ça va être très important pour la suite de l'histoire, c'est-à-dire qu'après coup, on va s'apercevoir que les sondages disent juste, et donc on va croire aux sondages, et donc les sondages vont prendre la place que l'on connaît dans notre histoire politique. Mais à l'époque, personne n'y croit. Personne n'y croit, à preuve la stupeur du ballottage, à preuve à nouveau cette déprime du général. C'est-à-dire que c'est le soir du 5 que vraiment on se rend compte qu'il y a ballottage. C'est le soir du 5 qu'on se rend compte que la France est un pays démocratique, normal, et que l'élection présidentielle est une élection ouverte, et qu'on a beau être un très grand homme d'État comme De Gaulle, on fait un score, somme toute banal. Enfin banal. À l'époque, ils étaient terrifiés. Aujourd'hui, on connaît beaucoup de candidats. Beaucoup seraient contents, oui. Très contents de faire 44% à un soir de premier tour. Mais à l'époque, c'est le choc. Et vous avez noté, c'est aussi le choc dans l'opposition, qui n'y croyait pas. Alors ça, c'est comme la surprise, c'est le ballottage, mais ça veut dire que la campagne joue un rôle. Et s'il y a eu ce ballottage, c'est parce que les deux principaux candidats adversaires du général, François Mitterrand pour la gauche et Jean Le Canuet pour le centre, ont fait de très bonnes campagnes. C'est peut-être le dernier enseignement dès la première présidentielle et qui va se retrouver après à chaque élection présidentielle, en tout cas jusqu'à la 6e que nous vivons en ce moment, qui est l'extraordinaire importance de la campagne électorale. On donne à l'électeur un droit, le droit de vote. L'électeur aime ça, l'électeur s'empare de son droit et il l'utilise. Il change d'avis en campagne, quand il trouve un candidat mauvais, il l'élimine, quand il trouve un candidat bon, il le soutient, et on a cette... Quand il hésite, il y a du recul, on a cette extraordinaire montée, cette très belle campagne de Jean Le Canuet, qui est dans un espace politique restreint, trouve sa place. On a le succès de François Mitterrand au-delà de toutes ses espérances. On a des mouvements de campagne électorale très importants, et on retrouvera ça en 69, en 74, en 80, en 88. Bref, l'électeur aime choisir son président. Maintenant, le duel du second tour. Pour le second tour des présidentielles, folklore français et pancartes à l'américaine, M. François Mitterrand a jeté toutes ses forces dans la bataille. Quant au général de Gaulle, s'il n'a présidé lui-même aucun meeting, il a été soutenu devant l'opinion par ses ministres, contrairement à ce qui s'était passé lors du premier tour. L'atmosphère des grands rassemblements politiques a reparu au Palais des Sports, où avec une ardeur passionnée, M. André Malraux a mené une des contre-attaques les plus percutantes contre le candidat de l'opposition. Mais c'est sans doute le duel des deux candidats dans les champs clos multiples des appartements qui a finalement infléchi la balance des pourcentages. J'aimerais que vous précisiez la façon dont vous les entendez, dont vous les concevez, ces notions de gauche et de droite. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Naturellement, les Français, comme de tout temps, ils l'ont eu, ressentent en eux des courants. Il y a l'éternel courant du mouvement, qui va aux réformes, qui va au changement, et qui est naturellement nécessaire. Et puis, il y a aussi un courant de l'ordre, de la règle, de la tradition, qui lui aussi est nécessaire. C'est avec tout ça qu'on fait la France. Il y a, pour ce qui est de la France, ce qui se passe dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même, si c'est possible, veut qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table, et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre.
Et la ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille. Or, le régime des partis, c'est la pagaille. Non, ce n'est pas vrai. Vous n'aurez pas à choisir dimanche entre le régime actuel et celui des partis. Le régime actuel, c'est celui d'un homme seul. Et quand viendra pour lui l'heure de partir, il vous livrera au successeur inconnu, que vous désignera un clan, une faction, pire qu'un parti, cet entourage, syndicat anonyme d'intérêts et d'intrigues. Je ne suis pas l'homme d'un parti. Je ne suis pas l'homme d'une coalition de partis. Je suis le candidat de toute la gauche généreuse, de la gauche fraternelle, qui avant moi, qui après moi, a été et sera la valeur permanente de notre peuple. Quand j'avais 25 ans, je me suis évadé d'Allemagne. J'aime la liberté. J'ai rejoint le général de Gaulle à Londres et à Alger. J'aime la liberté. Je suis revenu dans la France occupée pour reprendre ma place au combat. J'aime la liberté. Mais qu'est-ce que la gauche, sinon le parti de la liberté? Encore et toujours, rappelez-vous, rappelez-vous, ce sont les mots de la Marseillaise. Liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs. Le candidat de la gauche est devenu le candidat de tous les républicains. Il enregistre les ralliements de l'extrême droite, tandis que Jean Le Canuet appelle à battre le général. Le Figaro, par l'intermédiaire de M. Gabilly, se demande comment vous allez arriver à concilier les apports qui vous sont annoncés, dit-on, de Maître Izorni, de M. Soustel, de M. Georges Bidault et également de M. Le Canuet. La détermination qui fait que certains hommes politiques très éloignés de moi les amène à me rejoindre en mettant un bulletin dans l'urne en ma faveur. Comment se pose-t-elle? Si elle se pose sur le plan de l'analyse politique, alors il faut que ce soit clair. Je ne modifie pas un iota à ce que j'ai déjà dit. Qu'on me demande de me définir selon mes positions politiques, c'est normal. Mais qu'on me demande de trier les bulletins de vote, cela n'est pas mon affaire. Vous savez, l'extrême droite avait une haine si forte contre De Gaulle. L'Algérie française, bradée, abandonnée, une haine si forte contre De Gaulle qu'elle était prête à soutenir n'importe qui s'opposerait à De Gaulle. Donc ce ralliement a été un ralliement de colère contre De Gaulle, pas un ralliement à Mitterrand ni un ralliement à la gauche. Le nombre des abstentions est resté ce qu'il fut lors du premier tour, c'est-à-dire le plus bas, 15%, qui ait jamais été observé dans une élection française. On peut dire que toutes les catégories sociales ont tenu à accomplir leur devoir électoral. Cette participation massive peut donc être aujourd'hui considérée comme un véritable plébiscite en faveur du suffrage universel pour le choix du président de la République. Et au soir de ce 19 décembre, l'atmosphère de la capitale confirmait la passion suscitée dans tous les secteurs de l'opinion par cette grande consultation. Mais le suspense fut de très courte durée. Dès les premiers résultats, les prévisions des Gallup français se trouvaient exactement vérifiées. Un peu plus tard, le ministère de l'Intérieur établissait que M. François Mitterrand avait obtenu quelques 10 500 000 voix et le général de Gaulle 12 800 000. Avec une majorité de 55%, le président de la République inaugurera le 8 janvier un nouveau septennat. Bon, le suspense terrible qui durait depuis le début de l'émission est terminé. C'est bien le général de Gaulle qui a été élu ou réélu le 19 décembre 1965. Alors, Olivier Duhamel, on va essayer de tirer quelques leçons de ce scrutin historique. D'abord, sur un plan politique, on voit c'est la gauche à son leader. Oui, les leçons politiques et institutionnelles s'entrecroisent. À gauche, la première leçon, c'est l'émergence d'un nouveau leader, François Mitterrand. C'est donc le signe que l'élection présidentielle peut être un vecteur pour l'apparition de nouveaux leaders politiques. C'est une leçon qui va être comprise par les acteurs politiques français. Mais en même temps, on est dans un pays dans lequel, du coup, les leaders à stature présidentielle restent très longtemps. Finalement, l'émission de ce soir, elle ponctue, à sa manière,
30 années de l'histoire de France. On est sur 1965, mais ce qui se produit là va marquer notre aventure politique pendant 30 ans, ce qui est quand même On peut dire par exemple que pour François Mitterrand, cette élection 65, c'est le début de sa longue marche vers l'Élysée. Ah oui, oui, bien entendu. C'est le début de l'occupation d'une position très importante dans la vie politique française par François Mitterrand. Alors derrière le leader va se produire aussi un rassemblement, c'est-à-dire la fédération de la gauche démocrate et socialiste. Donc les forces politiques de gauche vont pouvoir se regrouper. Et la stratégie d'union de la gauche. Donc d'abord le regroupement de tout ce qui existait entre la droite, le centre et les communistes, alors que c'était éparpillé, éclaté depuis de très nombreuses années. Et puis, vous avez raison, troisièmement, une stratégie, la stratégie d'union de la gauche. Tout ceci, cela dit, va connaître des progrès et des reculs. Il ne va pas être l'objet d'un mouvement linéaire. Mais l'élection présidentielle de 65 a été un grand accélérateur, a été le levier de cette histoire, même si donc d'autres élections présidentielles, je pense par exemple à la deuxième, à celle de 1969, vont pouvoir au contraire faire subir des reculs immédiats, puis de nouvelles progressions. Alors à droite, quelles conséquences politiques ? Je crois que la première conséquence à droite, c'est la banalisation du général de Gaulle. Le général de Gaulle est devenu un homme politique presque comme les autres. Il descend du piédestal. Il descend du piédestal, alors c'est à la fois décevant et parfois déprimant pour lui, et c'est en même temps une forme de vrai succès pour lui, parce que du coup, son régime devient plus important que lui-même, son parti devient aussi important que lui-même, le gaullisme va survivre au général de Gaulle, la Ve République va survivre au général de Gaulle. Donc il y a là quelque chose de personnellement peut-être difficile, mais au fond, quant à l'accomplissement de son œuvre, qui est plutôt de l'ordre du succès profond. Notons enfin à droite que grâce à la performance de Jean Le Canuet, il va y avoir le maintien assez durable d'un centrisme d'opposition. Le centrisme d'opposition ne sera définitivement absorbé que par l'élection présidentielle de 1974. Il va y avoir deux étapes, 69 Duhamel et Fontanet qui rallient Pompidou et 74 Le Canuet qui rallie Giscard. Et une fois de plus, c'est l'élection présidentielle qui est le moment de la transformation des relations entre les forces politiques. C'est donc très important. Malgré cette persistance d'un centre d'opposition, c'est quand même la marche vers la bipolarisation de la vie politique. On voit bien que l'élection présidentielle produit comme automatiquement ce que les savants appellent, les politologues appellent la bipolarisation, c'est-à-dire le regroupement en deux camps. Pourquoi ? Parce qu'au jour décisif, au deuxième tour de l'élection présidentielle, il faut voter Dupont ou Durand. Il n'y a le choix qu'entre Dupont et Durand. Martin n'existe plus. C'est un choix à deux, blanc ou noir, donc bipolaire. Et ceci pèse sur les forces politiques et en effet va être un accélérateur de la bipolarisation dans la Ve République. Alors maintenant, voyons les leçons plus institutionnelles. La première, c'est peut-être quand même que les Français, j'allais dire, plébiscitent, enfin, en tout cas, ils adoptent cette réforme de manière massive. Oui, tout à fait. Je dirais que l'idée directrice ici est celle de l'irréversibilité. Alors d'abord, l'irréversibilité de l'élection présidentielle. On a donné ce pouvoir aux Françaises et aux Français, ils ne sont pas prêts de se laisser enlever cette prérogative. Et pourtant, il y a beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques, et encore aujourd'hui, qui au fond d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes préféreraient qu'on ne choisisse pas le chef comme ça, surtout quand ils n'ont pas de chance d'être élus chef, et qui trouvent qu'il y a quelque chose d'anormal là-dedans. Les Français vivent ça comme une conquête démocratique. Ils vivent ça comme un grand moment politique, comme une magnifique corrida avec mise à mort, comme un vrai enjeu, et ils vivent ça comme un choix démocratique personnel, ils n'ont pas envie de le perdre. Deuxièmement, c'est l'irréversibilité du présidentialisme français, c'est-à-dire de la puissance du président de la République sur l'ensemble des institutions, du rôle directeur du président de la République, qui n'est pas seulement un arbitre, mais qui est également le responsable d'une politique, sauf cas particulier, cohabitation. Et ça, c'est l'élection présidentielle qui fabrique et refabrique, qui maintient et entretient le présidentialisme français, qui paraît à cet égard assez irréversible. Mais est-ce que ça ne modèle pas trop, d'une certaine façon, la vie politique, au point que maintenant, tout est conditionné par cette élection présidentielle et que certains défauts, certains travers qui avaient été relevés à l'époque par Pierre Mendès France, par exemple, apparaissent peut-être avec le recul du temps? Disons que le corollaire, c'est que ça entretient le... Bon, parlons franchement, honnêtement, le monarchisme français, le monarchisme de nos mœurs politiques, que même il est probable que ce monarchisme s'est aggravé au fil des années, et qu'il conviendrait peut-être de réfléchir à comment, dans une démocratie moderne, inventer des contrepoids et surtout des exigences quant à nos mœurs et
peut-être même une vigilance civique pour ne pas laisser ces accompagnements monarchiques prospérer comme ils le font. Mais il reste que, malgré ce prix à payer, et ce prix à payer qui n'est pas inéluctable, encore une fois, qu'on peut peut-être chercher à modifier par d'autres biais tout en gardant l'acquis de l'élection présidentielle, il reste que l'élection présidentielle est vraiment le moment décisif de notre vie démocratique. Et cela sans interruption depuis 1965. Voilà, c'est-à-dire que 30 ans après, on peut dire que la Ve République est vraiment enracinée et que cette élection est adoptée. La Ve République a été définitivement consacrée il y a 30 ans. Merci Olivier Duhamel. Pour terminer cette émission, comme d'habitude, des livres, beaucoup de livres. D'abord les vôtres. Vous avez consacré votre thèse à la gauche et à la Ve République sur un plan institutionnel d'ailleurs. Donc vous étudiez toute l'évolution de la gauche sur la Ve République. C'est publié au PUF, en collection quadrige, la gauche et la Ve République, Olivier Duhamel. Et là, vous avez publié un gros pavé, droit constitutionnel et politique au Seuil, donc qui montre très bien, je crois que même pour les ignares qui ne comprennent rien au droit constitutionnel comme moi, les rapports entre la politique, l'histoire et les constitutions, non seulement en France, mais aussi dans le reste du monde. C'est publié au Seuil. Alors, on a vu pas mal Alain Perfit dans cette émission. Il a publié il y a quelques semaines C'était de Gaulle, l'édition de Fallois-Fayard, un livre tout à fait intéressant et même passionnant parce qu'il est bourré de révélations. Ah, il est formidable, on ne s'ennuie pas une seconde, on le dévore. Alors il s'arrête en 63, on attend avec impatience le tome 2 qui couvrira justement l'élection présidentielle de 65. Il y aura sans doute d'autres révélations, encore que ce soir, il en a fait quelques-unes dans l'émission. Toujours sur De Gaulle, il y a la couture, évidemment, De Gaulle, tome 3, Le Souverain, paru Point Histoire. Et puis, alors, l'histoire de la République gaulienne qui avait été publiée il y a 24 ans aux éditions Fayard et réédité ces temps-ci chez Pluriel. Et c'est évidemment l'histoire de Pierre Biançon-Ponty en 2 volumes. L'histoire de la République gaulienne, c'est un livre extraordinaire, livre de base, c'est-à-dire on s'en sert tout le temps si on veut parler de ça. Et enfin, du côté de la gauche, d'abord, je signale que le coup d'État permanent dont on a parlé tout à l'heure a été republié de François Mitterrand, évidemment, en 10-18. Gilles Martinet, que nous avons vu à plusieurs reprises dans l'émission, a publié une sorte de mémoire politique qui s'appelait Cassandre et les tueurs, 50 ans d'une histoire française chez Grasset. Sur les relations entre François Mitterrand et Mendès France, François Stas a publié La morale de l'histoire aux éditions du Seuil. Très, très bon livre aussi, et très important, et à la fois agréable et très important sur le fond. Catherine Ney, François Mitterrand, Le Noir et le Rouge, ou l'histoire d'une ambition, c'est donc une biographie de François Mitterrand, aussi très bonne biographie, beaucoup d'anecdotes, d'histoires et un très bon parcours. Je ne sais pas s'il a été apprécié par le principal intéressé, mais enfin. Et enfin, je signale que vient de sortir à la découverte une histoire du PSU par Marc Ergon, qui était un de ses dirigeants, qui était avec Michel Rocard, un des dirigeants dans les années 60, l'histoire du PSU, la fondation et la guerre d'Algérie, c'est le premier tome. Et alors là, pour les historiens et ceux qui veulent, il y a beaucoup d'annotations. Voilà, c'est terminé pour cette fois-ci. Dans un mois, le 30 mars, le prochain dossier des brûlures de l'histoire sera consacré au temps de la guerre froide en France. Merci, bonsoir.